Donc, merci, Monsieur Daniel, de passer du temps avec nous parce que tu as trois qualités que je vais faire sortir parce que tu en as beaucoup plus. Mais la première qui me passionne particulièrement, c'est d'avoir construit à Évry. Et évidemment, c'est pas la seule chose que fait ton agence. Je vais commencer comme ça, d'ailleurs, tout de suite, pouf. La deuxième, c'est que tu as construit, c'est un chef-d'œuvre, pour moi, c'est la passerelle, mais on va voir ces arènes qui vont être en place bientôt. Donc, ça se trouve, ça sera le deuxième chef-d'œuvre pour Everest, qui fait beaucoup. Dans une ville qui a eu une politique d'équipement très importante, et puis qui a un peu transformé cette façon de faire. J'aime bien commencer de savoir d'où viennent les choses. Alors, euh, DV, c'est Daniel Vanish. Et ce qui est très important, même si tu es tout seul aujourd'hui, c'est que tu insistes bien que c'est une agence et que il y a une sorte, si je peux dire ça, moi je viens de l'histoire de l'art, alors je suis pas ingénieur. Il y a une idée à la fois de polyvalence. La DV c'est toi et VD c'est Vincent Dominguez, j'ai deviné. Oui, alors il y a une idée de polyvalence et de complémentarité. En fait, on est sept Ingénierie, architecture. ingénierie, architecture, urbanisme, design et on est sept associés et tous très différents. Et il y a pas et on fait tous les projets ensemble. Alors il y en a, bien sûr, on peut pas travailler à sept associés tous les jours sur tous les projets, mais en tout cas les projets sont conçus collégialement et puis il y en a un qui le porte et puis on échange, on discute, on améliore, chacun critique, apporte ses idées. Donc c'est voilà, c'est une idée assez collective de la conception et ça c'est en interne, mais on poursuit ça même dans la relation avec soit d'autres architectes, soit d'autres ingénieurs, soit avec les maîtres d'ouvrage. Et c'est pas la flagornerie de maître d'ouvrage de dire que on considère que c'est vraiment dans l'échange que qu'on fait les meilleurs projets. Alors ça paraît banal, ça paraît évident, on essaye de le faire en tout cas. Et alors, ça, c'est plutôt parce que je m'intéresse à l'architecture, même si j'en suis pas un spécialiste. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas deux sortes, et puis comme tu es très gentil, tu vas corriger si je dis des bêtises. Par exemple, quelqu'un comme Paul Andreu qui venait aussi de l'ingénierie. Il n'y a pas deux sortes de familles d'architectes, des agences qui travaillent vraiment en architecture et d'autres qui articulent, et ça a l'air plutôt anglo-saxon, cet état d'esprit d'articuler ingénierie et construction. C'est une erreur ce que je dis? Non, alors c'est vrai et en train et en train, je vais pas dire c'est pas vrai, mais c'est vrai et en train d'évoluer. C'est vrai que euh, historiquement, alors si on prend déjà on prend un grand temps de recul, l'architecte était quelqu'un d'un peu omniscient il y a très longtemps, il y a très longtemps. Si on remonte au temps des cathédrales, l'architecte il savait tout, il savait construire, il savait fabriquer, il savait réfléchir, il savait calculer, même si des fois il y avait quelques arcs-boutants qui tombaient quand même, mais il comprenait l'acoustique. Et puis au fil du temps, tout ça, ça s'est spécialisé parce que le métier devient de plus en plus compliqué. Maintenant, une équipe, c'est vrai qu'il y a un architecte, des fois plusieurs architectes, et de plus en plus de spécialités d'ingénierie. Alors, et pour arriver à ta question, donc, en France, sur le XXe siècle, ça s'est vraiment découpé de plus en plus en sous-ensembles, avec l'architecte normalement coordonnateur, mandataire de tout cela, et puis tous ces spécialistes. À l'opposé des anglo-saxons qui ont continué à garder non pas une personne qui savait tout faire, de toute façon plus personne ne sait tout faire tout seul, Oui. mais plusieurs personnes spécialisées, et les agences d'ailleurs anglo-saxonnes sont plus grosses que les agences françaises et plus collégiales. Arrive derrière ça, et là pour le coup c'est une spécificité peut-être plus française et de certains pays d'Europe, notamment en Suisse, un peu en Italie, un peu en Espagne, le fait que des architectes qui ont certaines des connaissances d'ingénierie pour faire un projet, et pas toutes, parce que c'est plus possible aujourd'hui de les avoir toutes. Peut-être des Et donc, agences qui sont spécialisées dans des... Je parlais d'Andreu qui fait des aéroports. alors, non, Il y a mais des agences un peu plus techniques qui supposent d'avoir des ingénieurs dedans. oui, alors bah, c'est sûr que, enfin, il n'y a pas d'obligation, mais c'est sûr que si je prends une passerelle, puisqu'on va parler quelques Voilà. instants de passerelle,
il y a des architectes qui ne sont que architectes sans ingénieurs qui font des passerelles. Mais il n'empêche que où est le dessin de la passerelle? Est-ce que c'est de l'architecture? Est-ce que c'est de l'ingénierie? La limite, elle est très, très difficile à trouver. Donc, c'est plus facile, on va dire, de faire certaines choses comme on a fait à l'agence le toit de Roland-Garros, des stades, des choses comme ça, ou des passerelles. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière en l'architecture et en l'ingénierie. Donc, d'une certaine manière, je dirais que c'est plus facile pour nous que pour un architecte qui s'associe à un autre ingénieur et qui essaye de le faire ensemble. C'est possible, ça existe aussi. Hein. Tu as de grands noms de l'architecture qui ne sont pas ingénieurs, qui ont fait des ouvrages d'art et ils font des stades, évidemment. Mais c'est plus logique et plus, on va dire, plus naturel sur des ouvrages où il n'y a pas de limite réelle entre l'architecture et l'ingénierie. Et est-ce qu'il y a une autre raison historique qui serait le plus grand intérêt du métal chez les anglo-saxons? Parce que moi, Non, ce je que crois je pas. retenais, c'est qu'il y a quand même peu d'architecture de métal en France, hein. Il y a Beaubourg Oui, comme phare, mais le béton a gagné très tôt. mais je crois pas que ce soit. On peut très bien être architecte, ingénieur et concevoir des choses en béton. C'est peut-être, non, c'est une question de type d'écriture et c'est vrai qu'il y a plus de métal chez les anglo-saxons pour des raisons plutôt de culture de la construction que d'architecture. Et dans votre agence aussi. Bon, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, Ça a sur les l'air en métal, ça, quand même. légèrement. C'est magnifique. Oui, mais tu vois, quand ça, typiquement, c'est une passerelle qui vient se mettre au-dessus des voies uniquement en travaux de nuit où tu as 2 heures pour poser chaque tronçon de passerelle. Voilà, il y a pas trop photo, c'est en métal. Oui, oui. Mais ça vient plutôt de là. Après, il y a de très belles choses en béton. Et puis aujourd'hui, en tout cas, à l'agence, fait des bâtiments 100% en bois. On vient de gagner une passerelle entièrement en bois, par exemple. Des choses entièrement en béton, même si on essaye de limiter au maximum le béton pour des raisons d'empreinte carbone. Mais ça, il a ses qualités, le béton. Faut pas, donc non, on fait un peu de tout et voilà. Et l'agence s'est créée avec Vincent Dominguez et toi au début, ce qui fait qu'elle a cet acronyme. Alors oui, mais elle s'est créée comme ça, mais en l'occurrence Bertrand Potel, qui est maintenant dans les associés, est arrivé immédiatement après. Et puis bon, au bout d'un moment, on s'est dit bon, si on commence à rajouter BP, c'était compliqué. Thomas, Paola, Oui, voilà, ça devenait compliqué. On a laissé des VVD. Et puis d'ailleurs, des VVD, c'est des VVD, c'est pas Daniel Vanige, Vincent Dominguez. C'est un nom très neutre, parce que c'est un d'accord. le style de l'agence dans cette idée de faire ensemble que c'est pas le nom d'une personne, quoi. Et ce qui fait que vous deux ou vous trois au début, vous avez une formation d'ingénieur plutôt? Alors, il se trouve, moi, si on parle de moi, je suis architecte et ingénieur. En l'occurrence, j'ai Oui, commencé par ingénieur, j'ai fait archi après. Bertrand Potel, il a fait de l'ingénierie, puis du design, puis de l'architecture. Bertrand et Vincent Dominguez, par exemple, a fait, vous avez dit mécanique ingénierie. plutôt de la mécanique et ensuite de la technique d'ingénierie. Et Thomas est urbaniste et architecte. Paula, bon, voilà, on est tous très, très, très différents. Et à l'agence aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens avec des formations soit de plusieurs pays, soit d'architecture et d'ingénierie, très, très mélangées. Ouais. Mais c'était quand même la couleur dès le début dans votre rencontre entre... Oui, 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 c'était la couleur des débuts. Ouais. Et c'est votre formation et vos goûts qui ont fait ça? C'est ça que j'imagine? Parce que C'est-à-dire qui ont fait c'est les affinités de vos goûts d'architecture ou les réponses d'appel à projet qui vous a orienté dès le début à avoir ces profils-là? Qui est-ce qui a commencé? Il y en a un qui a cherché d'autres ingénieurs architectes, puis vous avez monté une agence où dans vous vous êtes rencontrés sur des projets et l'agence est venue on s'est toute seule. rencontrés dans une autre agence, d'ailleurs, d'un architecte ingénieur, Marc Imram, Ah oui, et on a travaillé ensemble, on s'est bien entendu, et puis et puis c'était assez naturel. Une fois de plus, c'est assez naturel. Quand tu démarres en architecture, il y a tellement de monde, tellement de types de projets. Quand tu arrives à te démarquer en ayant un savoir-faire particulier, c'est d'une certaine manière plus facile. oui. Et Est-ce que la les... passerelle d'Evry, c'était pas exactement le premier projet de l'agence,
mais en tout cas, c'était le premier un peu remarqué, remarquable, alors que c'est un tout petit ouvrage, mais Ah oui, on va y venir, on va y venir. Si, pardon, si je reste sur les projets, je les ai rangés par date. Là, on est en 2009, la passerelle Muller. ouais, Là, c'est écrit en bas, 2015, Accor Hotel Arena. ouais. 2018, la passerelle de Bécon. Et puis, cette passerelle qui a l'air toute petite, quand on la voit comme ça, je l'ai jamais vue en vrai. Qui vient Au d'être Havre. fait, oui, au Havre, là, c'est une passerelle mobile en fait, celle-là, oui. Et donc, ça donne l'impression que vous êtes particulièrement dans la passerelle. C'est pour ça que les montrer des choses comme ça, ou les arènes ensuite, montrent bien que vous faites des choses assez différentes. Là aussi, elle est assez belle. Celle-là, elle est en bois, celle-là, par exemple. Ce sera l'une des premières passerelles entièrement en bois. Ouais. Et elle n'est pas encore réalisée. Non, Oui, c'est elle est 24. en étude, elle est bien, mais là, elle arrive bientôt. Mais il manque, enfin, l'agence actuellement on doit avoir 30 projets en parallèle et il doit y avoir deux passerelles sur les 30. Oui, 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 c'est un choix absolument partisan. Oui, c'est un choix très partisan Qu'est-ce qui mais manque alors dans ce que j'ai montré là, bah, il pour manque toi? alors énormément de réhabilitation. Ah oui, alors c'est pour ça, bon, c'est encore de l'Evromanie, mais Oui, j'ai pris, j'ai pris ça, c'est sûr celle-là. que c'est à Évry, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de réhabilitation. Parce que parce que c'est normal aujourd'hui de réhabiliter plutôt que de démolir et refaire, mais et aussi parce qu'il y a un besoin de technicité et d'ingénierie plus fort sans doute en réhabilitation. Et donc le savoir-faire architecture et ingénierie, eh ben, nous pousse aussi à aller vers beaucoup de réhabilitation. Au-delà de, voilà, on pense que l'histoire elle est vers là sur le fait de ne pas détruire. Évidemment la pyramide 14, au-delà du patrimoine et d'Andro et Para, le fait de se dire détruire ça, ce sont des quantités de béton et d'énergie qu'il a fallu mettre en œuvre pour les construire. Le détruire pour le remettre cette énergie-là, ça paraît aberrant aujourd'hui dans un monde où on veut aller vers le bas carbone. Donc ça pour répondre à ta question, énormément de réhabilitation. Et tout ça, et il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de logements, beaucoup de bureaux en neuf et en réhab, d'hôtels neufs et réhab, très, très, très variés en fait. L'agence est très variée dans les projets. Il y a des cinémas, il y a de plus en plus de scolaires aussi à l'agence. Donc c'est très réparti en fait dans tous les métiers de l'architecture. Ouais, j'en profite pour raconter ma vie. La place qu'on voit sur le haut à gauche, c'est là où j'habite. Et ça va être rasé. On n'est plus que 5 sur 150, ils vont tout raser. Bon, écologiquement, moi je peux te dire que c'est complètement absurde. Toi, tu es neutre. Mais parce que ça va avec ce que tu dis. Par contre, ce qui m'importe dans le fait que euh, ce genre de choses passerelles, où tu dis que la construction et l'intervention, ça demande d'aller tout doucement, je trouve qu'il y a la même chose sur des programmes de réhabilitation. C'est-à-dire que quand on a une connaissance de l'histoire de l'architecture, ou on s'attendait avant à avoir ce que la ville nouvelle a fabriqué, des grands projets, des choses un peu avec des formes. Et en fait, c'est très difficile de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'acupuncture, on rajoute quelque chose, on vient, là, on a l'impression que cette passerelle, elle vient aider à un franchissement qui n'existait pas. Par contre, quand on voit celle-ci, on voit qu'elle connecte plusieurs choses entre elles, ce qui suppose de comprendre l'intervention, le contexte économique, historique, pour arriver à connecter tout ça. Ce qui fait qu'en faisant une passerelle, vous avez l'air de faire quelque chose qui est quand même une articulation, non seulement de savoir-faire, ingénierie, architecture, mais aussi de C'est de, compréhension socio-économique. Alors, je sais pas si c'est socio-économique, mais en tout cas, c'est clairement de l'urbanisme. C'est clairement, là, en l'occurrence, on est à Bécon, par exemple. Bah, la ville, elle est, on a souvent ce cas, la ville, elle est innervée, très, très innervée par les voies et par les transports en commun. Et, et en même temps, elle est coupée en deux par ces voies. Et donc, c'est comment recoudre, comment relier les deux côtés, les deux moitiés de la ville
par une passerelle qui est pas juste un franchissement, mais qui est, oui, un lien entre, c'est même pas deux quartiers, c'est deux moitiés d'une ville. C'est assez incroyable. Donc, Oui, c'est puis, beaucoup d'urbain, en tout cas, oui. oui, Beaucoup c'est à la d'urbain. fois urbain, mais en même temps, c'est quand même une forme. C'est pas que envie de tracer une rue ou de. Et C'est un objet qui fait une connexion. le paradoxe sur les passerelles, c'est que ça, d'un côté, il faut absolument que ce soit naturel pour les gens. Parce que quand on se balade dans la rue, en fait, c'est naturel d'aller d'un point à un autre. Oui, Mon- et une passerelle, ça l'est pas toujours. Des fois, quand il faut monter dessus et qu'on se dit que c'est un ouvrage et que c'est dur à franchir, ben ça empêche le franchissement et ce côté naturel. Donc, on essaye que ce soit le plus possible intégré au flux, et au cheminement et à la ville. D'un autre côté, il y a une demande assez forte et assez récurrente, pas toujours, hein, mais assez forte pour que ce soit quand même remarquable. Et remarquable, c'est pas juste pour l'image de marque de la ville, c'est remarquable parce que des fois, ça aide aussi à se dire ah bah tiens, c'est là que je dois traverser, oui. c'est là où est le point, et donc ça, c'est comme faire un signal qui aide à aller d'un point à l'autre. Ouais. Il y a cette ambivalence ou ouais, double lecture possible. C'est un assez beau symbole hein, que d'être quelqu'un qui fait des ponts. Ouais. On peut faire plein de rhétorique, mais par Euh, contre, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que la politique jusqu'aux 30 Glorieuses de faire des grandes formes ou de faire, moi je suis pas fan de l'effet Bilbao, de faire des grands trucs là pour faire le malin, ça peut être beaucoup plus fin. L'architecture que votre agence fabrique, c'est plus fin parce que ça reste spectaculaire, mais ça reste accessible. Et en même temps, c'est parce que quand on réhabilite des lieux, montrer par un geste qu'il y a quelque chose, c'est aussi un symbole pour les gens qui habitent là. C'est- c'est sympa de dire que on fait un travail beaucoup plus fin que Santiago Calatrava. C'est sympa de ta part de le dire, mais oui, en tout cas, on essaye de faire sobre, intégré, mais avec un côté remarquable ou poétique, ce qui est peut-être moi, moi, je vois plus essayer un peu plus de poésie que de remarquable dans ce que je vois là ou à Évry ou dans d'autres de ouais. nos franchissements. Il y a peut-être une donnée qui est moins agréable à aborder, mais que je devine un peu avec cette image, et qu'il y aura sur la passerelle d'Evry, c'est que, parce que là, heureusement qu'il y a de la lumière, sinon on dirait vraiment qu'on est un mouton qu'on emmène pour se faire couper les pattes, c'est le danger en fait. C'est-à-dire que comme on est dans un espace public avec des franchissements, on vous demande des contraintes pour pas que des gens aient envie de jeter des frigos sur des bus qui passent, des éléments Il y a, de vie urbaine comme ça que vous devez absolument intégrer. Et puis aussi que des gens ne tombent pas, j'imagine. il y a, alors sur les franchissements, notamment au-dessus des voies ferrées, il y a des contraintes qui sont extrêmement fortes, oui. Et là, en l'occurrence, sur cette passerelle-là, il y a quand même des vues plus riantes que celles que tu montres là à l'écran. Mais Oui, euh, là, elle est assez dramatisée par la lumière, en l'occurrence, je trouve au c'est à contraire. Ivry. Oui, ça c'est à Ivry, mais en fait, il y avait en plus une contrainte très forte et un maximum de largeur. C'était vraiment très étroit. Bon, il y a beaucoup plus, voilà, il y a d'autres vues plus belles de cette passerelle, mais Ouais. Et les contraintes sont, oui, mais de toute façon, les contraintes, ça fait partie du projet. voilà, si on va sur votre site, voilà, il y a réhabilitation, logement, bureau, culture, sport, spectacle, hôtel, ouvrage d'art alors. Il y a un peu de tout ça. Donc c'est dans ouvrage d'art que je vais trouver Ivry, Oui, oui, dans Ombrage d'Art. histoire de rendre, Non, il faut cliquer là-haut dans Ombrage d'Art, oui. Oui, là, voilà. voilà. Mais par Et exemple, celle qui est à l'écran là-haut, je pense qu'on est à Saint-Omer. Bah, on est dans quelque chose, j'espère, en tout cas, on a souhaité que ce soit très, très minimal et quand même avec une part de poésie pour autant. ah oui, oui, c'est vrai. Oui. C'est absolument vrai. C'est vrai que c'est celle d'Ivry qui a l'air d'être un peu plus. Et la portée est très grande, les contraintes sont vraiment infinies. Euh, Tu veux dire que pour que ça tienne déjà.
Oui, ben, on est sur une très grande portée, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous candidatez pour des choses comme ça? Ce sont des concours, la plupart du temps? Ou Oh des oui, appels à projets? toujours, toujours. Oui, tout ce qui est, les passerelles sont toujours portées par le public. Le public, c'est des concours. D'accord. Ah oui, 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 ben oui. Et est-ce que, pour revenir à mon dada d'histoire de l'art, les architectes ingénieurs ou qui mélangent les deux, Auguste Perret, des gens qui viennent de cet univers, Alors, je veux pas dire de bêtises, mais enfin, ils ont la plupart du temps, Le Corbusier, lui, il trace il fait des dessins et donc la dimension ingénierie. J'aurais l'idée que c'est plus anglo-saxon, moi. non, mais si tu prends, il y a une citation de Corbu qui est assez incroyable sur l'admiration et le respect pour les ingénieurs. Il y a une fois, alors j'ai pas la phrase exacte en tête et je veux pas mais où il dit un truc du genre, les architectes sont paresseux, alors que les ingénieurs sont précis et font la ville ou un truc comme ça. C'est assez étonnant. Bon, après, si tu prends à l'inverse, Simone de Beauvoir peut dire à quel point les ingénieurs sont insensibles et ne servent à rien. Enfin, on peut trouver, il y a toujours eu un amour, détestation entre les uns et les autres, ça c'est étonnant. Et ce qui me fait dire ça, c'est que, puisque vous avez eu des prix Eiffel, Ouais. l'architecte ingénieur par excellence en France, c'est lui. C'est ça, hein? En l'occurrence, il n'était pas architecte, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de, Il n'y a si on pas d'un grand architecte de pont. Il y a enfin, en l'occurrence, il y a des gens, Maillard, par exemple, qui était un ingénieur suisse, qui a fait beaucoup de choses en béton extrêmement connu. Il était ingénieur, il n'était pas architecte. Si on prend Prouvé, qui était l'un des Ouais. plus grands, on dirait architecte aujourd'hui, on n'empêche que de formation, il était ingénieur et pas architecte. Finalement, tout ça, c'est du papier, les diplômes. Le reste, les projets, c'est autre chose. Et donc, tu veux dire que Oui, Nervi, incroyable, magnifique, très beau. Nervi, il était ingénieur. Je ne crois pas me tromper en disant que Nervi était ingénieur et pas architecte. Est-ce que c'est pas d'une architecture incroyable ce qu'il dessinait? Si. ce qui Il me y a fait pas te de... demander ça, c'est pas pour départager les catégories, c'est parce que on a l'impression, quand on voit les deux images qui sont là, que, et parce que je voudrais venir à ça, comment vient votre dessin, puisqu'ici on a une portée assez douce, et puis sur la passerelle d'Heidelberg, on est sur une sorte de double suspension qui est très très contraire à cette torsion qu'on va voir à Évry. C'est la contrainte des matériaux, des supports qui va commencer votre premier dessin? Oui, Parce que il y c'est a- pour ça que l'articulation ingénieur-architecte m'intéresse, c'est plutôt de ce côté-là. Est-ce que c'est Alors, les éléments techniques qui fait que vous dites on peut pas faire de bois ou on peut pas, il n'y a pas de portance au milieu, donc il va falloir qu'on fasse comme ça. Et après, le dessin va venir? non, alors il y a pas de vérité sur comment on démarre le projet. On démarre sur l'ensemble de l'analyse et urbaine et sociale et fonctionnelle et autres. Et puis des fois, c'est le petit déclencheur, il va plutôt être sur les matériaux, comme tu dis, ou des fois sur la forme, ou des fois sur le symbole, ou des fois il y a pas il y a pas de systématisme. C'est plutôt une analyse de l'ensemble et du dessin et du redessin et de choisir ce qui nous semble le plus juste. De toute façon, il y a tellement de paramètres, ça serait un peu forcer les choses de dire quoi qu'il arrive, c'est l'ingénierie qui va choisir notre projet. Et d'ailleurs, l'ingénierie, en fait, des fois, on l'adapte à des intérêts plutôt urbains ou plutôt architecturaux ou plutôt fonctionnels. Voilà. Et des fois, quoi qu'il arrive, on sait que ça doit être posé en une nuit. Quelles sont les formes possibles pour un ouvrage qui doit être posé en une nuit? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas pris en compte le reste. Donc, c'est pas systématique que ce soit le déclencheur du projet, l'ingénierie. En tout cas, quand j'essaye de trouver des points communs de forme, Ouais. on voit qu'ici, c'est pas, voilà, l'espèce de tagliatelle là, qui se fabrique. C'est pas la même chose que cette espèce d'arrondi. Par contre, Ouais. on dirait que vous avez une espèce, tu as parlé de poésie, mais on dirait que vous avez envie à la fois de faire un signal,
C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui fait qu'on, comme tu dis, que le franchissement se fasse. Alors c'est aussi dans le cahier des charges, mais aussi qu'il y ait quelque chose visuel et on dirait même qu'il y ait de la légèreté en fait. Quand on voit cette passerelle d'Heidelberg, bon, la photographie l'accentue, mais on dirait vous souhaitez que ça ait l'air pas lourd. Mais ça c'est lié à, on parlait de bas carbone. Bas carbone, ça veut dire consommer le moins d'énergie pour construire un ouvrage. Le moins d'énergie, c'est le moins de matière. Oui, donc Ah il y a oui, toujours un peu de ça, mais le moins de matière, tu vois, si on prend là, sur Heidelberg, on le lit bien. oui, Le moins de matière, si on le prend sur la passerelle qu'on vient de livrer là juste en dessous à côté de Calais, cette petite passerelle, on le lit moins, mais oui. alors qu'en fait, on a une structure métallique extrêmement fine qui est réhabillée par des lames de bois, mais n'empêche qu'il y a la même idée de le moins de matière possible. Et pourquoi, comparons les deux, pourquoi il y a plus, ça a l'air plus massif? C'est parce que le bois permettait d'intégrer la passerelle dans l'environnement? Alors, Ou si, ça donnait quelque chose de plus chaud? alors, pour répondre à ta question, si on prend la passerelle encore en dessous, qui est celle au-dessus du périphérique, celle-là, on comprend mieux dans celle-là pourquoi le bois qui vient réhabiller. Là aussi, on est au-dessus du périphérique avec une très grande portée qu'il a fallu poser en 3 heures. Et donc, il fallait quelque chose d'infiniment léger. Mais d'un autre côté, il faut protéger les gens un peu de l'ambiance qui, pour l'instant, est encore très circulée du périphérique à Paris. Et donc, ce bois qui vient habiller et accompagner la traversée de part et d'autre. Il rassure, tu veux dire? Ouais, ouais, Il donne de la chaleur, il donne un côté peau humaine un peu, ouais. Pas qu'on que, n'aurait pas s'il y avait du métal. non, mais pas que. Alors, si tu cliques dessus, je pense que tu devrais avoir d'autres vues. Je sais pas à quel endroit tu vas les avoir. Si tu vas un peu plus bas, en fait, c'est pas, il rassure parce que ça crée, tu vois, de l'extérieur, c'est très transparent. Oui. De l'intérieur, dès que tu es un peu en biais à l'intérieur, en fait, on n'est pas en contact fort avec les voitures. Donc, c'est pas, ça rassure visuellement largement, oui. Et c'est sur cette image aussi qu'on voit que la structure métal est quand même Ouais. assez petite ou faible. Donc là, c'est vraiment la conjonction de économie de matière, le sentiment de légèreté et en même temps usage. Ouais. Bon, on essaye. Et ce qui me fait aller, ben, je regarde la fin, mais c'est vraiment beaucoup de. Voilà, c'est parce qu'il fallait quand même défendre la passerelle Muller pour pas qu'on ait l'impression de quelque chose qui soit. Il y a quand même des choses plus. Là, on voit bien que c'est un ouvrage d'une très grande portée. Je sais pas. Oui, on dirait vraiment des projets différents à chaque fois. Hmm. Ce qui nous amène, heureux hasard, à cette magnifique passerelle Du quai aux fleurs. d'Évry. J'habite juste à côté et je suis Romagnac, alors c'est pour ça que je te remercie encore une fois d'accepter l'invitation. Euh, alors, là, en tant qu'usager, je peux avoir une idée, hein. On est à la fois, le plan d'eau, on l'a plus, mais Oui, malheureusement, le plan d'eau quand, a disparu. quand on est dedans, on a en effet cette espèce de vision qui est métallique, même si c'est accentué par la photo, là. Quand on est en plein jour, on se sent bien protégé. Et on voit bien que cette espèce de torsion, alors quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai cru que vous aviez ce vocabulaire qui revenait souvent, mais finalement non. Non, non, non. On est sur un franchissement voie de voiture et bus. On est assez haut hein, par rapport au sol et en plus elle descend. Oui. En fait, en fait, il y avait une passerelle en bois à cet endroit-là, Oui, historiquement. Et il a fallu, les extrémités, en l'occurrence, existaient, les abouts sont existants. On n'a pas pu les modifier. Ce les qu'on a morceaux qui portent. Et, non, et les appuis intermédiaires sont placés sur les anciennes fondations des Oui, appuis de l'époque.
mais les Ah, extrémités ah, aussi d'accord. sont sur les appuis de l'époque. Oui, Et donc, ce qu'on a fait, en fait, et si tu te rappelles de la passerelle d'avant tout en bois, oui, en fait, elle était même droite. Et puis, il y avait un angle et elle rejoignait les pyramides avec un angle pas très heureux. oui, elle tournait. Oui. Elle tournait assez sec, quoi. Et donc là, en fait, il y a eu le fait de trouver une courbe pour accompagner la traversée. Et puis, si par rapport à cette question des garde-corps et des protections de 2 mètres de haut, en fait, ça nous a été demandé en cours de route, le fait Elle de est, voir cette maille sur les côtés. en Et fait, elle était comme ça, plus nue, et puis on non, vous a demandé de rajouter le grillage? non, elle était même plutôt une lame extrêmement fine, sans rien au-dessus des gens. Ah, il n'y avait Et pas ces sortes de du- rectangles? de tout. Est arrivé en cours de route une réflexion, une évolution de programme sur le souhait d'avoir des garde-corps de 2 mètres de haut et le souhait d'avoir des éclairages, des luminaires qui soient extrêmement protégés et pas accessibles. Oui. Et Oui, donc, on est dans le quartier des pyramides où il y a et, des et donc, difficultés. en fait, on est reparti de zéro en réintégrant ces deux données-là et en se disant, mais si on fait quelque chose qui va encadrer latéralement les personnes et puis avec de la lumière qui vient d'en haut, pour pas être, pour dire les choses carcérales quand même, Oui. il faut apporter et un peu de douceur et un mouvement qui donne un peu envie d'y aller, quoi. Oui, Et parce que quand on voit cette image-là, qui est derrière moi également, on a l'impression que c'est un piège qui se referme, alors que c'est vraiment très aérien. Quand on est oui, dedans, c'est très, et, et, très... et c'est assez ludique en fait finalement. Oui. Alors, tu Et es en train de dire que la torsion, c'est pas votre idée de départ et que c'est la contrainte technique, entre guillemets, qui fait que ce déboîtement des rectangles va arriver? non, mais on aurait pu faire exactement la même sans avoir la torsion. Mais ça faisait un ouvrage assez raide quand on était dedans. Euh, Ben oui, et, vous sous-estimez pas, c'est beaucoup plus beau, ça. non, mais c'est pour ça qu'on a Ah ben préféré du oui. coup, faire quelque chose qui tourne et qui accompagne la traversée, en fait. Et comment comment c'est venu? Vous aimez les petits jeux techniques ou vous avez vu une chenille ou Non, 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 rien de tout ça. c'est Il y a génial eu, parce que c'est vraiment la dynamique du déplacement. il y a eu plusieurs. C'est une passerelle qui, elle aussi, a été très, très primée, mine de rien. Oui, Très, très primée. c'est magnifique. Ah bah, voilà, Paola qui nous rejoint. On n'a pas encore parlé de la pyramide Bonjour. 14. Euh, ouais, donc en Et fait, il y a eu débat sur est-ce que, notamment avec le Manuel Valls, maire d'Evry à l'époque, est-ce que ça va pas être un peu trop ludique, comme ouvrage par rapport à ce que, voilà, un quartier qui, trop euh, ludique? oui, oui, oui. Et bah, il y a une forme quand même d'austérité dans les pyramides. Ah oui. Euh, et, euh, et puis, il y a eu beaucoup il faut le dire, dans ce quartier, il y a eu beaucoup de tests d'architecture très différentes. Et donc, est-ce que ça va bien se marier avec autant d'architecture, d'en rajouter une de plus? Et puis, finalement, on a eu ce débat, et puis d'ailleurs, après, il a beaucoup poussé le projet, hein. Il y a eu ce débat au début, ouais. Et c'est d'autant plus étonnant parce que je dis à Madame Paola que je suis évrophile donc et que j'y habite. Moi, je vois plutôt les pyramides comme un lieu d'innovation. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'y habiter, hein, d'ailleurs. J'ai grandi pas loin, mais et donc que vous apportiez quelque chose qui soit innovant à votre tour, même si les matériaux sont pas du tout dans la logique même de couleur du reste, je trouve ça assez normal, moi, assez pertinent. Non, mais il faut se mettre dans le contexte du moment où c'est dessiné et pas encore construit.
où il faut se poser, et c'est normal qu'un élu se pose la question, et c'est normal qu'on ait ce débat. Et puis d'ailleurs, moi je rends hommage au Manuel Valls à l'époque, maire d'Évry, même quand il n'était pas tout à fait convaincu, quand on a eu ce débat et que ça semblait clair, de pousser le projet énormément, alors qu'il n'était pas encore tout à fait convaincu. Dès qu'on a terminé, il en était ravi. Et d'ailleurs, voilà, comme je l'ai dit, elle a été étonnamment, infiniment primée, cette passerelle, en fait, hein. Oui, oui, oui. On vous a pas, pour les rançons du succès, demandé la même chose ailleurs? Parce qu'elle est vraiment iconique pour nous, hein, et puis on la repère tout de suite, on sait où on se trouve. Parce Alors, que Paola dit au Mexique. C'est vrai qu'on nous a posé Ouais. mais ouais, c'est pas très français le fait de se dire, vous pouvez me faire la même chez moi. Il y a toujours, vous pouvez me Ah faire oui. celle qui est que pour moi, s'il vous plaît. Et autre question technique, quand on voit un schéma comme celui-là, c'est un schéma d'ordinateur, il y a du dessin à la main dans votre façon de travailler à plusieurs, ou c'est assez vite des outils numériques? Non, il y a beaucoup de dessins à la main, mais de croquis à la main. De toute façon, il faut dessiner 100 fois pour arriver au bon résultat. Et 100, c'est peut-être 1000 des fois. Donc, oui, oui, bien sûr. Il y a Beaucoup des de, petits gribouillis de passerelles comme ça. ouais, comme dans sur des coins de table qu'on déchire et dans l'imaginaire des gens. Dans les serviettes. Sur des C'est ça. serviettes en papier, sur des. Non, c'est parce que je me place si l'agence ferme et que vous héritez, j'achèterai un dessin historique, s'il vous plaît. Et On va commencer tout de suite à faire des faux s'il est pour à pouvoir vendre, défendre. s'il est à vendre avant, je veux bien pour ma collection Très cher, très très cher. également. Voilà, et c'est vrai que l'élément de lumière compte beaucoup. Parce que Ouais, là, ouais. il est déjà assez beau de cette façon-là, mais de nuit, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment deux objets différents. Comment est-ce que vous avez placé les lumières? Vous avez fait l'objet et puis vous l'avez un peu spectacularisé Non, non, non. ou Bah, techniquement la lumière elle est où là, on peut pas la mettre ailleurs? ah non, non, c'est fait en même temps. C'est fait exactement en même temps. Ce C'est-à-dire sont, que non, c'est conçu de manière complètement parallèle. L'archi, l'ingénierie, l'éclairage et le fait qu'il y ait une torsion, ça gêne pas la direction de la lumière parce qu'on voit qu'elle se balade. non. J'imagine qu'idéalement c'est au-dessus de notre tête tout droit. Bah, au contraire, ça crée quand même un peu de variation à la lumière aussi. Non, non, c'est bien. Mais comme c'est assez régulier, ça a pas posé de problème. Il n'y a jamais eu de. Parce il y a plein de règles, hein, de quantité de lumière à chaque endroit, d'homogénéité de la lumière. Non, non, mais ça se calcule tout ça. Et alors, j'ai une question. Euh, tu as dit que Paola avait travaillé sur la réhabilitation des pyramides? Des Ouais. pyramides, oui. Parce que je veux pas la retenir, parce que je voulais. Je peux en parler un peu plus tard. Mais quand tu veux. Euh, Mon autre question, c'est qui concerne peut-être Paola aussi, c'est quand vous êtes venu à Évry, parce que je connais vraiment bien l'histoire de cette ville, et vous savez sans doute qu'il y a eu ce grand concours des pyramides de 73, qui est vraiment un des plus grands concours d'architecture au XXe, pour fabriquer les pyramides. Oui. Et comme Daniel m'avait dit que vous n'aviez pas forcément des choses anciennes, j'ai cherché dans mes archives. Euh, Alors, on avait quelques très beaux dessins d'Andro et Parra des pyramides, mais tu vois, par exemple, le concours, on sait qu'il y a eu un concours. Moi, je sais pas ce qu'il y a eu comme autre projet, par exemple. ah, ben, je les ai, ça. Ben, il y a d'ailleurs les quatre équipes qui sont, parce que c'est vraiment une exposition au Petit Palais qui dure un mois, qui montre les quatre lauréats avec les maquettes, des débats, des films. C'est vraiment un gros truc. Il y a de la pub dans le métro. Et il y a surtout chez Metoff et la UA qui auraient dû gagner.
Ah, mais À l'époque, en je savais les 74. pas. pyramides elles-mêmes. Et ce qui est très passionnant, parce que celui-là, je le connais par cœur, je peux vous l'envoyer, c'est que il devait faire quelque chose qui ressemble un peu au ministère des Finances, en gros, c'est-à-dire une rue presque d'1 kilomètre qui ferait une sorte les bâtiments feraient une sorte de couverture au-dessus d'une rue piétonne. Mhm. C'est pour ça que ça ressemble un peu à ce que Chemetov fera aux finances après. Mais bien qu'ils aient échoué alors qu'ils étaient lauréats, Eric Romer a fait un documentaire sur eux et sur le projet. Donc il y a un documentaire d'1 heure d'Éric Romer, le grand cinéaste, hein, Et, sur le projet avorté des pyramides. et pourquoi tu dis qu'ils ont échoué alors qu'ils étaient lauréats? Et ben, alors moi j'ai beaucoup interviewé les gens parce que c'est ma maladie, hein, j'ai trouvé les gens qui étaient aussi dans le jury. Et en fait, l'AUA de Chemetov, Siriani, Huidobro, était vraiment une agence réputée. Et donc, tout le monde l'a pronostiquée gagnante. Et en fait, c'est vraiment Andro et Parra qu'on. Je pense que ce que j'ai compris des urbanistes de l'épéverie qui étaient dans le jury, mais qui n'étaient pas ceux qui choisissaient, ils ont eu peur d'un gros machin. Une usine pas croyable parce que c'était vraiment un dégagement du terrain autour, rien, et la totalité du programme des pyramides était sur une sorte de grande rue unique, quoi. D'accord, mais donc ils n'ont pas gagné en fait. Non, en fait, ils étaient deuxième et donc Les deux. Ah, c'est le, OK. le film de Romer se fait 1 an plus tard, ils ont toujours pas digéré d'avoir perdu. D'accord. Ils sont même un peu chonchons, mais on voit le programme, parce que c'est une série de 4 émissions qu'a fait Romer sur l'architecture des années 70. Bon, on va regarder. Voilà. Parce qu'après, Je peux vous l'envoyer, il est génial, le documentaire. Ah, mais avec plaisir. parce qu'il y a Et Michel Macari qui a fait la partie un peu urbaine des pyramides actuelles. en fait, de ce que je vois, chaque pyramide est faite par des groupes d'architectes Ouais, Ouais, un ou peu chaque différents. groupe de pyramide est fait par des groupes d'architectes. Ouais. oui, Voilà, ils ont chacun leur petite pyramide et ce que je trouve très beau et réussi, c'est que le quartier lui-même est une pyramide, c'est-à-dire la plus grande que vous avez réhabilitée, elle est au milieu et sur les bords, ils ont mis des petites pyramides. tout à fait. Ouais. Ce qui est pas bête parce que si on met les grandes sur le bord, ben, on voit pas celles qui sont dedans. Mais ce travail autour de la voie de bus séparée, qui est un peu la particularité d'Evry, elle se retrouvait dans les 4 projets. Alors D'accord. ma question, Monsieur Vanish et peut-être Paola, c'est quand tu es venu à Évry pour ce concours, est-ce que tu étais déjà venu à Évry? Et qu'est-ce que tu en savais? Sur le concours quoi, de la réhabilitation de la pyramide? Non, la passerelle, puisque c'est le premier moment où tu vas venir en fait. Ah non, non, alors moi je crois que, enfin non, jamais venu à Évry La passerelle. avant le concours La Passerelle. Ouais, c'était il y a longtemps quand même, hein. Oui, ben oui. Puis vous êtes encore jeune. Ah, Et donc, à la limite, tu aurais pu en entendre parler dans un cours d'histoire en architecture quand tu étais étudiant. oui, et en l'occurrence, en, en ayant entendu parler d'Antro et pas évidemment en école d'archi, et c'était plutôt voilà uniquement le quartier des Pyramides, mais sans connaître du tout ni le reste de la ville nouvelle, ni tout le reste de l'architecture des Grecs. Et pas forcément dans tes intérêts. Ça fait bizarre d'interviewer 2 personnes en même temps parce que je ne vous vois pas tout à fait. Vous êtes loin. Pardon, hein. Euh, dans tes centres d'intérêt, dans tes goûts d'architecture, c'était pas forcément t'es d'une génération où ce projet des grandes villes nouvelles, c'était déjà, c'est pas très écolo hein, comme projet. Oh non, C'est un peu dispendieux, c'est-à-dire de vouloir des grandes villes nouvelles avec des non, alors, infrastructures importantes. comme on est jeune, mais en même temps un peu vieux, quand on était si on se remet il y a 30 ans en école d'archi, il y avait quand même un idéalisme encore des villes nouvelles. Ah oui, Ah, mais complètement. Et ah oui, oui, ça oui. m'intéresse, oui. Parce que avant que Strauss-Kahn n'échoue à devenir candidat à la présidentielle, dans les conditions spectaculaires qu'on connaît, il avait annoncé dans son programme de socialiste qu'il voulait refaire des villes nouvelles. Et c'est la première fois que j'entendais parler à nouveau
de ça, parce que pour moi, c'est vraiment lié aux Trente Glorieuses et à cette idée d'un chômage inexistant et d'un développement exponentiel. Il n'y a pas beaucoup de livres qui ont été écrits sur Évry, mais le député maire Jacques Guyard a bien résumé, ce sont des villes qui ont été désirées pendant la croissance et réalisées pendant la crise. Et donc, Oui, elles ont un différentiel par exemple, on a 25 écoles à Évry. 25 écoles, hein, c'est énorme. Et on a des équipements dans chaque quartier, mais en fait, on devait être une ville de 200 000 habitants et on était jusqu'à il y a pas longtemps 50 000. C'est-à-dire, mais, elle est surcalibrée. mais alors d'abord, je trouve normal de surcalibrer une ville qui est quand même une ville importante, mais à distance de Paris. Et je trouve que ça fait partie d'ailleurs des qualités d'Evry, c'est que ce soit une ville centre en n'étant pas ni une des grandes villes de province, ni rattachée comme une banlieue de Paris. Donc, moi, je trouve Ouais. ça normal. Et après, quand même, les villes nouvelles, et notamment Évry, ont beaucoup de qualités et de vie et d'architecture. C'est vrai que si on va pas peut-être pas faire aujourd'hui le débat des villes nouvelles, mais c'est plus dans certains équipements et surtout dans l'accessibilité voiture qu'il y aurait beaucoup à redire sur Évry. Mais comme tu l'as dit, c'était lié sans doute au côté, il faut que ça puisse accueillir 200 000 personnes. Mais c'est pour ça que je dis fabriquer quand on pense qu'on a de l'argent et puis réaliser quand on n'en a pas, ça Oui. entraîne une quantité d'équipements publics à entretenir qui est énorme, avec pas Mais assez d'habitants. en l'occurrence, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de se stabiliser. Et vraiment, s'il y avait quelque chose à changer, c'est plutôt non pas la ville elle-même, mais tout ce qui est échangeurs et autoroutes autour qui finalement bride un peu. Entrée de ville. Oui, c'est assez frappant la quantité d'échangeurs autour d'Evry, je trouve. Mais je trouve qu'en plus, à la différence d'autres villes nouvelles, Évry a la qualité de certains quartiers très verts, lacs, forêts, autres qui sont de belle qualité. Par contre, il y a un point commun entre vos trois projets évriens, c'est que vous avez dû vous confronter à cette ville, et il y a une critique de ça, piétonne. C'est-à-dire que sur l'image que je montre là, on est sur des endroits où les passerelles, votre première intervention, elle est d'un point piéton à un point piéton. Si on passe en voiture et qu'on veut aller sur cette passerelle, c'est impossible de la rejoindre d'ailleurs en vrai. C'est pas fait pour ça. Il y a Alors, vraiment des séparations de circulation dans Évry qui sont sa caractéristique. qui est un héritage des idées de Le Corbusier et d'autres sur la séparation des flux voitures-piétons. Ouais. Et c'est pour ça que je vous demandais si dans votre culture de... Moi, c'est ce qui fait que je crois que quelquefois, elle a 50 ans d'avance, mais qu'elle s'en rend pas compte, puisque si un jour il n'y a plus de voiture, il y a un système de circulation séparé, bus autonome et piétons très efficace. Mais par contre, elle a quand même ce look béton, grands ensembles, enfin, grande construction spacieuse qui aurait pu, quand vous étiez étudiant, vous faire un peu peur maintenant qu'on commence à faire des projets plus petit. Quand j'ai invité Alain Sarfati à parler des bâtiments magnifiques qu'il a fait aux Épinettes, il expliquait qu'ils avaient fait un programme avec 300 logements et qu'aujourd'hui, un programme, c'était 30, quoi. Oui, mais non, moi, d'abord, je trouve qu'il n'y a pas tant de choses d'échelle, de trop grande échelle à Évry. Donc, et pour revenir à quand on était étudiant ou l'image d'Évry ou des villes nouvelles, non, c'était plutôt une image positive. Aujourd'hui, ouais, est arrivé l'idée de dénigrer un peu, mais je trouve ça dommage, il n'y a pas de raison. Ouais. Paola, vous avez étudié l'architecture où? J'ai fait mes études en Colombie. Ah, ok. J'ai Et pas les eu. villes nouvelles sur dalle françaises, c'était un icône de l'architecture. Ah oui. Ouais, ouais, c'était vraiment étudié comme un progrès. Oui, ben oui, oui. Mais d'ailleurs, on en sort totalement puisqu'on n'arrête pas de casser les dalles partout. Oui. Tout à fait.
Et là, je m'y connais pas assez. Je dis ça comme une tête de cochon. On se trompe. C'est-à-dire, si un jour il n'y a plus de voiture, le système de dalle, il peut marcher, mais après, je m'y connais pas assez pour savoir quels sont les éléments. La ville nouvelle a été créée contre la voiture, en fait. Ce qui répond à la réserve que tu fais, Daniel. C'est-à-dire que, il y avait une voiture et demie dans les années 70, il y en a deux et demi maintenant par foyer. Et donc, les grandes allées, les grandes dessertes deux fois deux voies qui s'appellent le boulevard des Champs-Élysées, ils appelaient ça un égout à voiture, les mecs de l'épéverie. Incroyable. Donc, c'est vraiment de la merde. C'est tout pour le bus et, et les piétons. Donc, à la fois, ils ont échoué, et j'ai l'intuition, mais c'est ça que je peux pas prouver, j'en sais rien, hein, qu'ils ont raison dans pas longtemps, enfin aussi dans longtemps. Il y aura plus autant de voitures, et donc tout ça sera trop calibré à une échelle. Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord. En l'occurrence, on voit que même dans une ville très dense, le fait de réunir au même niveau voitures et piétons, ça crée quand même des rues, quand elles sont commerçantes, plus agréables, plus vivantes, moins d'insécurité le soir. Bon, Ah, il y a surtout aussi une recherche d'aller toucher le sol, en fait. Le sol réel. Oui. Mais est-ce que c'est symbolique ça ou est-ce que c'est parce qu'à Évry, on est continuellement dans des endroits où on n'est pas sur le sol réel. Quand on a grandi là, on est habitué, mais quand on connaît pas, c'est vrai qu'on est. Et puis Waze ne peut pas vous aider. mhm. C'est Donc pas mal, c'est pas mal cette photo. c'est symbolique cette idée du sol ou c'est un sentiment qui a été étudié, Paola? Euh, je ne pense pas que ça soit que symbolique. Aujourd'hui, la recherche de toutes les nouvelles villes et toutes les nouvelles rénovations, c'est aller trouver quand même la pleine terre et les contacts avec les sols et les contacts avec les pieds d'immeubles et les contacts avec tout le tissu urbain sans forcément faire une séparation entre la voiture d'un côté et les piétons d'un autre. Ah, Parce que demain, il y a plus de voitures. Qu'est-ce qui va se passer avec toute cette voirie qui est en dessous des villes nouvelles? ah oui. Mais Et aller chercher le sol, ça veut dire supprimer des épaisseurs, une fois de plus, de structures, de béton, de choses à entretenir, de structures qui empêchent de végétaliser, etc., etc. Parce que végétaliser sur dalle, enfin, on voit à quel point c'est compliqué et coûteux, et on peut pas vraiment bien végétaliser ni faire de grands arbres, même si là on voit des arbres sur en hauteur, mais il n'empêche que c'est une énergie dingue d'arriver à végétaliser sur dalle. ouais, mais ça, je l'entends bien, mais en même temps. Je crois que c'est Dubu, quand il parlait de l'urbanisme du centre-ville, il disait il faut considérer la dalle comme un obstacle naturel, comme si c'était une petite montagne et pas penser continuellement de tout redescendre. Euh, Vous avez raison, ça serait mieux qu'on soit sur le sol, mais cette ville a été pensée à plusieurs vitesses et Oui, l'idée de faire redescendre des morceaux fait qu'on se tape des escaliers ou que la lisibilité, elle est complexe. mais une fois qu'il y a deux nivellements, il est sûr qu'il n'est pas forcément bien de tout casser et tout refaire. La passerelle d'Ivry en est un exemple. Oui. Il y a eu du grand débat d'ailleurs à la ville sur est-ce qu'il faut refaire une passerelle à la place de celle antérieure en bois ou essayer de faire redescendre les piétons au sol. Et en l'occurrence, si ailleurs à Évry, il y a eu la volonté de supprimer la dalle, là, il y a eu, c'était assez clair qu'il fallait conserver une passerelle. Alors, ce qui fait un bon enchaînement, si vous n'êtes pas lassé, c'est que dans le projet que vous êtes en train de terminer et de livrer des arènes, on est à la fois aussi dans quelque chose iconique. C'est vraiment un bâtiment très, très connu des Évriens. Je vous ai retrouvé un autre petit image qui va vous plaire, où on voit qu'il y a un peu de métal quand même. Oui, Euh, on le voit là-dessus aussi, elle est magnifique. ah, elle est belle celle-là, ouais. Ouais, Et là, la difficulté qu'on rencontre, c'est que on est d'où on regarde ici, depuis la rue, il y a des voitures et un trottoir. Et si on monte sur la droite, comme les silhouettes noires qu'on voit sur l'image, on se retrouve à l'intérieur, on va dire, d'un centre commercial,
pour faire court, pour ceux qui connaîtraient pas, qui sera hors du sol. Oui, On est justement dans un équipement où vous avez dû penser la connexion entre deux niveaux. ouais, très clairement, mais on l'utilise d'ailleurs. On le devine un peu ici, mais si tu as une coupe du projet, bah là, on le voit bien il y a un rapport au sol en bas Voilà, et les et, gens vont être là aussi. et les gens vont être ici, qui est le niveau de l'intérieur du centre commercial. Oui, c'est ça. Et donc, le travail va être de réhabiliter un lieu qui a une forme un peu particulière, on va y venir, mais il est d'abord urbain, c'est-à-dire de connexion entre... c'est la première vertu pour moi, et peut-être c'est moins apparent pour vous, mais en effet, le centre commercial est pensé comme une bulle fermée sur Alors, deux niveaux, et il regarde pas la rue. Il y a que cet endroit-là où il y a un trou vers la rue qui était impossible à voir avant votre projet. oui, parce qu'il y a la connexion des deux niveaux, mais il y a surtout, et tu as montré tout à l'heure une photo de la salle d'avant qui était un ensemble totalement opaque et fermé. Voilà Là. celle-là. Il y a surtout le fait d'ouvrir la salle sur la place. Et ouvrir, ça veut pas juste dire mettre du vitrage, parce que ça veut surtout dire, en fait, si on, c'est difficile à imaginer comme ça, mais pour arriver à vitrer sur la place, ça veut dire qu'il a fallu trouver un programme à l'intérieur qui ait un sens à vitrer sur la place. Oui. Et donc, pour ça, en fait, on a tourné la salle de 90 degrés. Donc, c'est pas anodin. C'est pas juste, tiens, on va mettre du verre à la place du bardage. Oui, tu C'est, veux dire que si on met du verre et qu'il n'y a rien à regarder derrière, ça n'a aucun intérêt. voilà. Et Ok. donc, Il faut que l'activité se tourne vers la rue. on a tourné tout le foyer du public que l'on voit là derrière le verre pour qu'il soit, pour qu'il y ait quelque chose à voir et qu'il puisse avoir une vraie connexion visuelle entre les gens à l'intérieur et les gens à l'extérieur. Ce qui est quand même, dans l'esprit de votre agence, un pont, c'est quand même un lien entre deux choses. Et puis, quand on l'a vu sur les projets plus durs au-dessus des voies ferrées, quelque chose qui vient rassurer le promeneur et qui éloigne en même temps les inconvénients. Là, on est encore dans de la porosité, en fait. C'est-à-dire, Oui. c'est un bâtiment, c'est pas un bâtiment pont, hein, si on joue avec les mots, mais c'est un bâtiment qui, à l'intérieur, raconte ce qui est... Depuis l'extérieur, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, ça, c'est une constante, en tout cas dans notre boulot, oui, le fait de, de, de faire qu'il y ait des transparences. Et une fois de plus, transparence, c'est pas mettre un bout de verre, c'est donner quelque chose à voir ou à lire. Si on prend la définition soit de Kahn ou même de Corbusier sur la transparence, des fois, ça peut être juste un petit point, une petite fenêtre, mais qui ouvre vers autre chose. Et donc là, c'était ouvrir vers autre chose. Est-ce que le projet, il a beaucoup changé? Parce que comme vous Bah, réhabilitez quelque chose qui existe déjà, on a toute la structure qui est là, on peut pas y toucher. C'est une sorte d'anneau, on dit en selle de cheval. ouais, c'est une forme en selle de cheval en béton autour. C'est assez incroyable. C'est une structure très très rare, une structure en câble qui vient, qui en fait, qui est cousue sur cet anneau et qui est porté par les structures métalliques qu'on voit là. Et en fait, en fait, on a gardé que cela de l'existant. Mais c'est pas rien parce que c'est quand même toute la toiture et toute la structure porteuse. Et après, en fait, si tu as une vue dans ce qu'on s'est partagé, une vue en plan une vue en plan du projet, en fait, une fois une fois on a gardé ça, tout à l'intérieur a été repensé et réorganisé et tourné de 90 degrés. Et à certains moments, c'est ce qu'on devinait sur la perspective, mais à certains moments, on sort la nouvelle salle sort de cette structure de l'époque. En fait, elle vient, comme on manquait un peu de place,
pour le foyer, eh ben, en fait, on est venu le ressortir de cette géométrie-là. Et alors, j'ai une première question idiote, c'est comment on fait pour garder le toit quand on détruit les murs? On a gardé Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui tiennent le toit pendant qu'on remet les nouveaux non, non, murs. on a gardé regardez, un peu plus loin, il y a une photo du chantier, tout petit peu plus loin, encore, on va y arriver. Voilà, on a quand même gardé les poteaux. Ce qui tient la toiture, c'est les poteaux métal, pas les murs. Les poteaux en béton qui sont sur le côté, là? Non, alors les deux poteaux en béton, mais aussi les poteaux qui ont l'air tout fins en métal, portent ces poteaux métalliques fins là, ils portent la toiture. Et donc, l'effet vitré sera au travers de ces morceaux de métal. Oui, mais sauf que là, si tu as il y avait une vue aérienne du projet, on devine un tout petit peu, voilà ici. En fait, on voit bien là, la chose ce qui est un peu doré, là, ça se voit pas sur cette photo, parce qu'elle est un Qui est peu blanche, là? mais non, doré au-dessus du verre, toute cette partie-là, ça, c'est dans Ouais. la géométrie de la salle de l'époque. Et en fait, le vert que l'on a rajouté, on voit bien qu'on est sorti de la géométrie de Vous l'époque avez avancé. pour avancer, pour créer le foyer, en fait. D'accord. Oui, ce qui fait que le foyer, enfin, le passage des gens est entre les vitres et la structure portante. Non, il va. Alors, on n'a pas de photo là aujourd'hui de cela, mais c'est cette distance-là, plus encore un peu à l'intérieur. Il y a une coupe un tout petit peu avant où on va peut-être voir ça. Une coupe juste avant encore, je pense. Je vais doucement parce que ton... Voilà. En fait, là, on voit bien, en fait, en bleu à gauche, Oui. on voit bien la façade en vert tout à fait à gauche, Et le petit déport que tu le montrais. débord dont on parlait, et puis le foyer, il va jusque sous les gradins, en fait. Et quand Oui. je te disais tout à l'heure qu'en fait, on a tourné la salle pour que le foyer soit à côté du public, on voit bien que, pourquoi? Parce on a tourné les gradins pour qu'il y ait de la place dessous pour créer un foyer du public. Et si je peux continuer sur les questions un peu bêtes, parce que c'est comme ça qu'on comprend. Comme la forme de la salle est ronde, il aurait pu y avoir ça existe une salle arrondie comme une arène, justement, avec la scène au centre, où il y a toujours un mur de fond de scène, et Alors, c'était pas possible techniquement. Alors, en fait, une salle de cette taille-là, c'est à peu près 3000 personnes. La meilleure visibilité pour tous, c'est de face, clairement. Ok. Alors, ça va à l'encontre de l'idée quand on est en sport, côté un peu chaudron, il y a du monde partout autour, Oui. mais c'est de loin le mieux en spectacle. Donc là, on est quand même un peu hybride. Juste après, tu as une configuration, non, alors juste avant, pardon, tu as une configuration concert, là, voilà. Tu vois, on est presque tout le monde de face avec un côté légèrement enveloppant. Là, c'est le Donc piano. voilà, c'est le piano. Et sur les côtés, on a des petites loges comme Oui. dans un côté très théâtre pour avoir quand même un peu de monde sur le côté qui regarde la scène. Mais clairement, on est très, le but pour avoir le meilleur confort, c'était d'avoir tout le monde de face. Oui, c'est presque un rectangle, en fait, dans un rond. C'est Enfin, un, c'est un carré dans un rond. Oui, c'est un rectangle mais ça fait, et puis si tu vas juste un peu après, tu dois avoir la config parce qu'il y a quand même une configuration basket encore un tout petit peu après. C'est un Encore. spectacle. Voilà, là, on l'a. Donc là, Il va y avoir du catch. non, mais en fait, c'est box catch, c'est une configuration. Donc là, on met du monde, ben, des quatre côtés pour le coup, Il pourquoi y a une pas. partie des gradins qui est escamotable, qui fait qu'il y a Oui, une mobile. oui, oui. Tous les gradins bas sont escalotables. Aujourd'hui, on dirait plutôt MMA que catch pour être à la mode. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, les sortes d'anneaux autour, comme une sorte de pot d'oignon, c'est les foyers Oui, le foyer, il qui fait s'étire. Oui, une oui, sorte d'onde autour, oui, oui, en gardant la structure initiale de l'écouteur. oui.
Et pourquoi tu dis que c'est assez rare? Assez peu d'architecture a été faite de cette façon-là? Ah oui, bah, pour le coup, c'était très, très, très innovant, les câbles qui portent un bac métallique en toiture. Oui, c'est très rare. Ça fait une structure extrêmement efficace, très, très sensible, dans laquelle, d'ailleurs, on a eu quelques soucis. On voulait rajouter beaucoup de charges sur le toit pour pouvoir faire des spectacles. Et le toit était tellement, à l'époque, calculé au minimum du minimum, qu'il n'était pas possible de rajouter des cas des charges pour les concerts. Donc, il a fallu qu'on rajoute, là, on le voit sur la coupe, ce qu'on voit en violet à droite, il a fallu rajouter une structure finalement indépendante de la toiture, et qui vient se poser sur les côtés de la salle pour arriver à avoir toute l'importance qu'il faut dans une salle contemporaine. D'accord. Parce qu'il faut pouvoir Bon, porter tous ouais, les écrans, les enceintes, le gris. les écrans, le grill technique, tout ça. Donc tout ça, c'est. Mais donc là, mais on voit bien d'ailleurs la finesse du toit, le trait noir au-dessus courbe, c'est assez incroyable que ce soit aussi fin. Et puis le paradoxe à résoudre, c'est que on a quand même la transparence vers la rue, qui est une des commandes et un des faits urbains de cette salle. Et puis une avancée pour changer, parce que vraiment, les gens qui passaient rue des Mazières pouvaient pas savoir qu'il y avait tout ça. Par contre, il est à aucun moment l'idée qu'on voit le spectacle. Alors ça, c'est une très très belle idée. Ça n'est jamais Ça doit possible. être compliqué, hein. On a des grosses problématiques acoustiques. Ça n'est jamais possible. Ou alors tu fais signer un papier à tous les riverains qu'ils acceptent d'avoir jusqu'à minuit du 105 décibels dans leurs oreilles. Mais ça marche rarement, ça. Oui, mais ce qui me fait dire ça, c'est pas si c'est possible techniquement, c'est aussi que c'est l'effet d'appel que vous souhaitez. C'est-à-dire les gens de la rue ont envie d'entrer dedans parce qu'ils voient qu'il y a de la vie dedans. La porosité que vous fabriquez dans votre travail, elle marche autant avec le foyer qu'avec le spectacle, en fait. Mais vous auriez pu choisir l'option spectacle et ta Non, réponse, c'est que techniquement, c'est un peu infaisable. oui, enfin, il y a il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas possible. D'abord, un producteur de spectacle, expliquer que le spectacle soit ouvert à tout le monde dans la ville, c'est assez compliqué hein, à expliquer au producteur. Le producteur, il a des billets, il les vend aux gens, Non, mais etc. on pourrait imaginer un écran qui montre un morceau d'un truc où ça y est, il y a de plus en plus Ça, d'éléments qui sont intégrés dans l'architecture pour donner la connaissance de ce qu'il y a dedans. mais ça, c'est toujours, ça reste toujours possible aujourd'hui de trouver mais c'est au choix de l'exploitation de la salle de mettre ou pas un écran sur le projet. On l'a fait sur d'autres salles et on pensait que les producteurs voudraient montrer un morceau du spectacle. Et en l'occurrence, il est demandé que ce soit uniquement de la communication sur les spectacles à venir et Oui, jamais un extrait du spectacle en cours. Donc c'est une belle idée, mais qui se heurte à quelques contraintes. Celle acoustique, celle de la production, voilà, celle du respect des riverains qui veulent pas entendre de spectacle. oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de riverains autour encore, hein. Il y en a, contrairement à ce que tu crois, il y en a assez pour qu'on ait des contraintes acoustiques énormes sur la salle. Alors là, c'est l'évrien qui te parle avec mauvais esprit. Oui, c'est parce que les seuls riverains, c'est des avocats. Alors, c'est pour ça que tu vas avoir tout de suite des gens qui vont venir. Non, si ça, T'es dans le mauvais quartier, là, c'est pour ça. non, je t'assure que les quelques personnes qui habitent entre 50 et 200 mètres, il y en a que quelques-unes aujourd'hui, mais ça suffit à ce qu'il y ait d'énormes contraintes acoustiques sur la salle pour éviter qu'ils soient dérangés. Et l'autre question, on en parlait quand on préparait, c'est que comment est-ce que vous avez, quelle marge de manœuvre vous aviez pour que la salle, puisqu'elle parle à la rue, comment elle s'est organisée par rapport à la petite placette? Je sais pas si on peut dire ça, parce que il y a quand même un système de petits escaliers en pente douce. Il y a une pente qui est sur la droite du bâtiment pour y entrer. Il y a un passage sur la gauche où on peut pas déplacer le bâtiment puisqu'il faut le réhabiliter. Vous aviez une marge de manœuvre pour jouer avec cette place, la paysager, ou vous êtes vraiment sur l'objet architectural et le reste, c'est Non, non, une autre équipe? il y a eu un travail d'aménagement de la place. Après, il faut savoir qu'une place
devant une salle de spectacle, on peut pas la paysager autant qu'on le souhaite. Quand il y a 3000 personnes qui arrivent à un spectacle, il faut qu'il y ait 3000 personnes. Donc et les nivellements, évidemment qu'on ne pouvait pas les toucher, le nivellement de la rue, partout autour, ça a été à chaque fois une question de comment les garder. Et la place, voilà, elle est assez minérale, effectivement, mais ce qui est logique devant une salle de spectacle. Oui, parce qu'en préparant, je te disais que s'il fait 50 degrés, une place comme ça va être redoutablement chaud. Et Bah, il y a, tu me répondais justement que même si on voulait verdir, 3000 personnes qui marchent dessus, c'est pas. ouais, mais par contre, on est quand même très vert à 20, 30 mètres et à droite et à gauche. Oui. Et vous n'aviez pas à gérer la question des parkings, en fait. Elle était évacuée sur les parkings existants autour. Bah, il y a quand même assez de parkings existants autour pour que Il n'y avait pas à creuser quelque chose ou. non, 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 ça n'a jamais été un sujet. Oui. Parce que 3000 personnes qui arrivent, il faut quand même les garer et les faire entrer. Oui, mais Ce qui n'est pas votre question à vous, en fait. non, mais c'est 3000 personnes qui, d'abord, faut imaginer qu'il y a une partie d'Évriens là-dedans, et 3000 personnes, ça veut dire entre 500 et 1000 voitures le soir, alors que le centre commercial est à ce moment-là fermé ou en plus faible utilisation. Et donc, il y a eu débat sur le nombre de places de parking, et tout le monde a considéré qu'on était largement assez doté. Alors, comme vous êtes gentil, je vais être un peu taquin. La vue qu'on a là, finalement, c'est pas fréquemment celle que prendront les gens qui rentrent dans la salle. Parce que je peux arriver sur cette place-là, mais dans mon dos, il y a le tribunal, en gros. Non, mais d'abord, sur les voitures, J'arriverai assez peu dans ce sens-là. Par contre, ça donne la lisibilité de la salle, hein. non, mais alors tu cherches vraiment à être taquin parce que c'est vrai que là où est pris la perspective, il n'y a pas peu de gens qui arrivent du tribunal pour aller à la salle. Je pense pas Ouais, il y ait un flux de milliers de personnes, mais venant de la gauche, surtout avec le projet de centre-ville, avec l'axe, la démolition de l'ancienne poste qui est à gauche, là, oui. et à gauche, etc. Il y a des gens qui arriveront de gauche pour rejoindre cette entrée-là de la salle. Oui. Mais on n'aura pas cette vue parce que je comprenne pour finir, les escaliers, là, c'est pour sortir, c'est pas pour rentrer. Non, en fait, notre boulot, c'est de proposer des solutions à une collectivité. Donc, aujourd'hui, on peut rentrer, si tu remets le plan du rez-de-chaussée qui était en bleu où on voyait le foyer, ouais, tu l'as juste, je pense, avant ça, non, après ça, voilà, celui-là. Voilà, tu viens de le repasser. Donc, tu peux arriver soit de complètement à gauche là, qui est la place à l'intérieur de l'Agora, donc le centre commercial. Et là, il y a des portes. Ou tu peux arriver complètement à droite, à la limite entre le bleu et le violet, en montant l'escalier. Et donc, on voit là, on devine derrière les légendes. En fait, il y a la place qui est derrière les légendes sur ce dessin. Oui, Et donc, il y a les deux choix. Et ça sera l'exploitation de la salle qui décidera si est-ce que les deux entrées sont ouvertes, est-ce qu'il n'y en a qu'une des deux qui est ouverte, en sachant que les deux sont reliés par l'extérieur assez facilement. quand on voit le plan ainsi, c'est pas un rond, en fait, hein, la forme. Ben, ça, c'est lié à ce qu'on a rajouté justement en fait, le gonflement de la géométrie de la salle pour avoir et le centre d'art et le foyer en bleu. Oui. Et le centre d'art, il regarde vers la rue et la place. On Oui, est il est vers censé la place. y entrer par là, Oui, par par l'escalier ou l'ascenseur qui est là. et voilà, par la gauche de cet Oui, endroit-là, voilà, sur le côté gauche, là. oui. Et donc par l'escalier qu'on voit là. Hmm. C'était Alors, aussi dans la commande, le, le, le centre d'art. alors, qui a Parce que évolué dans le temps. Au début c'était un un restaurant, non. restaurant et puis c'est devenu centre d'art. Et ça, c'est le politique qui a fait évoluer la demande. Ah bah c'est pas l'architecte qui choisit le programme. Nous, on propose des options. On a proposé dès le concours que ça serait bien qu'il y ait quelque chose en lien avec la rue
en dehors des heures d'ouverture de la salle. Et restaurant, c'était l'idée? Et puis, nous, on avait dit pourquoi pas restaurant, mais après, c'est qu'est-ce qui est possible? Est-ce que c'est bien de mettre un restaurant? Quelqu'un veut-il l'exploiter ou pas? Oui. La ville est passée plutôt sur son là. C'est la faisabilité qui rend la chose difficile. Ouais. Donc, on a dit un chef-d'œuvre, Madame Paola, je suis très partisan. C'est-à-dire une passerelle magnifique, après que vous en ayez fait plein d'autres. Bon, après avoir découvert votre travail, j'avoue que moi j'aimais bien cette passerelle, mais j'étais un peu jaloux d'autres belles passerelles. Ça tiendrait qu'à moi, on ferait plein de passerelles À DV, Évry? VD. Oui, Bon, écoute, on parce a que celle qu'on vient de faire à côté de la vôtre, au-dessus de la voie de bus, c'est horrible. Elle est en métal avec des garde-corps en grillage. Dire c'est injouable de jeter quoi que ce soit sur qui que ce soit avec. Elle est technique en fait. Et donc je vous remercie encore plein de fois parce que cette particularité d'innovation d'Evry, on l'a retrouvée grâce à vous là. Parce qu'on l'a bien perdu sur bien des projets. Vous êtes des professionnels, alors la neutralité va avec, mais les quartiers dans une partie du mandat de Manuel Valls, de Francis Choix au bras de fer, ça sent pas l'innovation, quoi. Alors, pour finir, puisque Madame Paola gentiment est venue de Colombie pour répondre. Pour faire les pyramides. Pour Voilà, faire... c'est ça. Alors, comme je suis taquin et que vous êtes gentil aussi, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose de fait. on n'a rien fait, c'est vrai. C'est Alors, et c'est peut-être une qualité hein, quand on réhabilite, que tout soit changé, mais que ça soit pas changé. en Est-ce fait, que j'exagère un peu quand je dis ça? non, 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 vous exagérez pas du tout. Et en fait, il y a eu, on va séparer la question en deux. Il faut faire tout le socle du bâtiment qui a été refait, c'est une chose. Et après, c'est la pyramide à elle-même. Est-ce qu'on pouvait ou qu'on ne pouvait pas faire? Si on commence par la rénovation thermique du bâtiment, soit on emballait la pyramide dans l'isolant, on venait faire un bardage par-dessus. Oui, Très très vite, on est parti sur le fait de dire on préfère isoler autrement et changer les menuiseries pour des menuiseries extrêmement performantes et aller travailler avec des isolants un peu plus intérieurs pour ne pas venir toucher à ces façades des pyramides qui sont complètement liées à l'architecture d'origine. merci. Merci parce qu'en plus, c'est le peintre qui vous parle. Il y a un traitement de couleur qui est beau comme tout. Oui, Alors, si on Si on prend met du polystyrène et qu'on repeint un coup de ripolin, ça va faire moche. si on se prend encore un pas de recul, moi je tiens à remercier le maire d'Evry qui dit moi je souhaite pas qu'on les détruise, mais qu'on les réhabilite. Déjà, il y avait déjà cette idée-là, là. Parce que c'était parti pour être détruit et reconstruit quand même, cette histoire. Donc déjà ça, c'était le premier geste qui montre que le politique sait prendre des décisions aussi fortes et importantes que celle-là. Et ensuite, dans le concours, bah, il y a eu le fait nous, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à garder cette brique? Et c'était Ouais. pas gagné, c'était pas donné d'avance. Et en fait, donc on est associé à une autre agence d'architecture qui s'appelle Coda et avec Legendre en entreprise. Donc c'est un groupement en fait. Et puis on a tordu le truc en se disant, mais si on garde cette brique qui est quand même déjà un peu isolante, mais que pour arriver à un bon niveau de performance globale, on devient extrêmement performant sur tout le reste, les terrasses, les fenêtres qui sont toutes changées dans lesquelles sont très performants, les socles, les halls, les autres, est-ce qu'on n'arriverait pas à être au global, en moyenne, assez bon? Et je trouve que si. il se trouve que oui. Mais en fait, tu demandais d'où part l'idée, est-ce que c'est de la technique ou de l'intention ou autre? Mais il y a d'abord eu le politique, ensuite l'intention plutôt archi de nous de se dire, bon, on va quand même essayer de garder cette brique pour ensuite tordre à la réalité et trouver les moyens en ingénierie de garder la brique, en fait. Oui.
C'est pour ça que c'est l'histoire du projet existant, parce que vous avez, ou de la situation urbaine qui va être votre point de départ tout le temps, en fait. Alors après, quand tu dis on n'a rien changé, bon, on n'a rien changé, n'empêche que il y a Le- pas mal de millions sur sur le l'enveloppe socle. extérieure, hein. Ah oui, oui. Juste sur l'enveloppe. Et avant même de parler de tout le travail sur le socle pour lui donner de transparence, retrouver des bons halls, etc., etc., tout ce travail énorme sur le socle, quand même. Mais même en delà de ça, les étages où tu dis que rien n'a changé, entre le nettoyage du béton, des briques, les changements des menuiseries, les étanchéités, les jardinières, Des garde-corps. les garde-corps, les stores, il y avait des petites verrières qui marchaient vraiment pas thermiquement pour le coup. Il y avait des espèces de vérandas qui faisaient partie de l'architecture de départ. N'empêche que ça marchait pas du tout thermiquement. Tout ça, on parle de beaucoup de millions d'euros qui ont été mis là-dedans. Donc, c'est pas sympa de dire qu'on n'a rien fait, mais on a fait en tout cas très respectueux de l'existant. Oui, Juste parce que, les étanchéités des toitures. En fait, rajouter de bons isolants sur les horizontales, ça permet de garder beaucoup plus de choses en façade, par exemple. En fait, les terrasses des appartements que vous voyez là, à l'écran, c'était pas forcément isolé. ah, Le fait de réisoler, réétancher toutes ces terrasses, ça donne tout de suite une enveloppe qui aide énormément à la performance globale. et non, je cherche pas les compliments évriens sous-jacents, mais puisque vous n'avez pas été tous les deux dans la même école d'architecture, c'est quand même une forme très étonnante dans Les l'histoire de pyramides? l'architecture, les pyramides. Ouais. Ah oui, 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 complètement. oui. Et parce que elle a une forme de X, celle-ci. Oui, Celle-là, elle est en X, ouais. oui. Et un peu asymétrique, mais oui, oui, oui. Et Mais, mais quand on regarde par rapport aux attentes d'aujourd'hui, alors, et elle a plein de qualités. Elle a des qualités de densité. On cherche à être dense aujourd'hui pour occuper le moins possible le sol. ouais. Elle a des qualités d'appartements. Ils sont très bien, les appartements, Ah dans bah leur. oui, oui, oui. Et puis la taille des terrasses, c'est vachement beau, hein. Et elle a des espaces extérieurs. Maintenant, quand on parle d'espace, maintenant, on redécouvre qu'il faut donner des espaces extérieurs au logement. On n'empêche que là, on trouvait pas en 73, 74. Quand on voit ce qu'ils proposaient, c'était génial. Tous les appartements ont un espace extérieur. C'est très rare. Et question naïve d'historien, pourquoi il n'y en a pas eu d'autres comme ça? Parce que c'est un peu une forme qui est anti-tour. C'est ni une barre, ni une tour. Non, bah, C'est parce que l'emprise au sol est très forte? l'inconvénient du truc, c'est que comme c'est une pyramide, et Et un vide il y intérieur. a, à l'intérieur, il y a beaucoup les étages du bas sont beaucoup trop grands. Et d'ailleurs, ça fait partie du gros boulot qui a été fait sur le socle, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de l'intérieur du volume trop grand de la pyramide au premier, deuxième étage, Pour, qui, pour... qui ont été utilisés beaucoup en cellier Ah, c'est lié. pour ensuite être condamnés pour des raisons de sécurité et quel usage était fait de ces celliers-là. Et donc, tout le travail en fait, il y a tout un travail de retrouver des associations à rez-de-chaussée et que ces associations soient à rez-de-chaussée et R plus 1. Et donc, en fait, on remplit ces volumes Oui. autant que possible avec des usages ouverts sur la rue. Donc, ça rejoint, tu vois, la question de l'ouverture sur l'extérieur et sur la vie. Oui, parce que si je le dis de façon simple, si on met un F4 sur un F3, sur un F2, sur un F1, ça marche. Mais si on monte à 14 étages, on n'a pas un F14 au rez-de-chaussée, en fait. Et donc, on a des vides. Nous, un F14, d'abord, ce serait un F14 au rez-de-chaussée, mais avec beaucoup de pièces du milieu dans le noir. Oui, Ah Ouais. oui. un Oui. problème de l'accès à la lumière. Et en fait, au départ, ce qu'ils avaient fait, c'est que les croix étaient communiquées par un hall commun. Il y avait une rue centrale avec un hall, le hall principal qui était juste au milieu. Et ça reprenait du coup cette centre de pyramide avec le hall et les celliers qui étaient assez imposants. Très vite, il y a eu des problèmes de sécurité par rapport à ces rues intérieures. Du coup, les rues intérieures ont été bloquées à l'époque pour éviter les rodéos motos, etc., à l'intérieur de l'immeuble. Et ainsi de suite, ils ont commencé à adosser des éléments extérieurs à tout ce niveau du socle. Du coup, le socle de la pyramide n'avait plus du tout aucune visibilité
dans les dizaines d'années précédentes, Oui, parce qu'on avait rajouté une clôture, un volume adossé et ainsi de suite. Du coup, le travail c'était plutôt on enlève tout ce qui a été rajouté sans aucune notion ni de transparence, ni de facilité d'accès, ni de choix architectural, on va dire, et pour venir créer une place dans laquelle il y a énormément de lieux complètement transparents en contact avec cette place, en créant des locaux associatifs et des halls à double hauteur avec une grande transparence oui. et donner envie aux gens de s'approcher de la pyramide. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait tout fait pour que les gens ils s'accèdent pas. C'est pour ça qu'on a rasé la maison de quartier et qu'elle va prendre sa place. Ah ben non, elle va à côté. Elle Mais elle va juste aurait, à passe, ouais. ouais, elle aurait pu être dedans de cette façon. Alors, Et pardon, question naïve, c'est lourd, une pyramide comme ça? Parce qu'il y a deux niveaux de parking dessous. oui, C'est un gros objet très lourd ou c'est Non, assez creux? non, c'est très lourd. c'est très lourd. On peut pas creuser en dessous une fois que c'est structuré comme ça. Non, non. Et puis, Pour non, pour fabriquer du vide ou de la lumière. non, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. Aujourd'hui, Parce que, les sous-sols ont été conservés. En réalité, c'est un prêt de jardin, parce que il y a moitié intérieur plus un niveau de sous-sol. Ils ont été gardés en place de parking, en stationnement. oui. Parce que fabriquer de la porosité comme vous le faites, c'est difficile sur un bâtiment plutôt opaque et plutôt autonome en fait, parce que c'est cette forme-là. Quand on veut faire le tour pour retrouver une autre porte, c'est très compliqué à lire l'espace. Bah, alors, c'est pour ça qu'en fait, on a multiplié soit les halls, soit les associations sur la rue, et puis à chaque fois, essayer que chacun de ces espaces aille rechercher le plus possible et récupérer le plus possible de surface à l'intérieur. Oui. En fait, c'est pas une question, mais c'est parce que vous n'avez sans doute pas la réponse, mais c'est assez curieux de mettre une maison des associations à côté, alors que justement la porosité aurait pu se faire en s'appuyant sur des locaux associatifs qui viendraient à cet endroit-là, mais peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Là, j'en sais rien. Aujourd'hui, il y a toute, la maison quartier a été déjà, elle était déjà prévue de déménager bien avant que nous on Oui, arrive sur le projet et le concours. En tout cas, aujourd'hui, le rez-de-chaussée, on a entre 6 ou 7 associations différentes qui vont se placer dedans. d'accord. On travaille actuellement là-dessus, toujours dans cette recherche c'est en fait, on a rajouté comme des pixels, vous voyez, les boîtes en béton du rez-de-chaussée. Oui, Elle continue de la forme de la pyramide, elle n'existe pas. Ça allait celles soit qui sont là. jusqu'au sol, soit Oui. c'était en diagonale. On vient rajouter ces pixels et ces boîtes-là donnent accès à toutes les salles associatives qui sont dans la profondeur du rez-de-chaussée. D'accord. Oui, je connais bien Madame Paola parce qu'en fait, j'habite juste là et j'anime la maison de quartier en faisant des expositions et Ah, d'accord. Très des bien. conférences depuis longtemps. Euh, On s'excuse, on va devoir écourter quand même, mais enfin, oui, voire ça fait finir. 2 heures, ça fait 2 heures qu'on parle, Ça fait une heure un peu, ouais, presque. 1h40. Mhm. Ouais, on s'excuse, Désolée, j'étais un peu en retard. on est attendu en fait. Mais je vous remercie Cette, et je vous remercie de revenir parce que je vous verrai peut-être à l'inauguration des arènes si j'arrive à entrer. oui, 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 on sera là. Et On sera. ça me permettra de vous remercier une deuxième fois. On s'était vu il y a très longtemps, Monsieur Daniel, quand vous avez inauguré la passerelle. Je m'occupe d'un festival qui s'appelle Villes Étoiles, qui montre comment les artistes regardent la ville depuis 11 ans. Ah, super. Alors, J'espère que j'aurai l'occasion de vous le dire en vrai. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. Au revoir. revoir.